J'ai le plaisir et la grande joie personnelle et professionnelle d'accueillir Claude Tellot, qui a une biographie riche dont je vais dire un bref mot. Claude Tellot est ancien élève de l'École polytechnique et de l'ENSAE, administrateur de l'INSEE, où il a exercé des responsabilités importantes. Il a été directeur de la direction de l'évaluation et des statistiques au ministère de l'Éducation. Il a été ensuite conseiller maître à la Cour des comptes, notamment en charge de tout ce qui concernait la sécurité sociale. Il a également présidé le Haut Conseil d'évaluation de l'école. Donc le thème de l'évaluation est présent à bien des égards. Mais pour nous, sociologues et chercheurs des sciences sociales, Claude Tellot est aussi l'auteur de travaux importants, des articles nombreux qui font référence, et des ouvrages. J'en citerai quelques-uns brièvement. Tel père, tel fils, Jean du privé, Jean du public, avec François de Singly, un ouvrage sur le travail en France, 1800-2000, avec Olivier Marchand, et des travaux plus personnels, L'origine des génies, de 2003, donc voilà, et puis aussi des travaux liés à ces goûts personnels. Vous trouverez une liste assez détaillée dans les outils habituels de recherche que vous utilisez, mais il a publié également des travaux collectifs, et l'un notamment qui s'appelle « Évaluer pour former, outils, dispositifs et acteurs » en 2008, et aussi beaucoup de travaux, des rapports publics sur l'école. Voilà, je lui donne la parole tout de suite, et je vous indique que son exposé sera suivi d'une discussion avec moi-même, qui jouerait le rôle du discutant. J'essaierai de capter l'intelligence collective de la salle pour inventer des questions qui pourraient correspondre, mais le format du séminaire ne permet pas d'échanger au-delà de l'heure en question. Et voilà, je vous donne la parole, cher Claude, à toi. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honoré de parler ici, de parler d'ailleurs dans ce séminaire consacré sur l'évaluation et sous la grande houlette du travail qui est l'objet de ton cours. On a choisi de concert pour cette première séance du séminaire. Alors, le séminaire sur l'évaluation durera durant tout ton cours, et il y a sur le site du collège tous les thèmes successifs et les intervenants successifs que Pierre-Michel a retenus, et il m'avait demandé à moi en premier de faire une sorte d'intervention un peu générale sur la question de l'évaluation, pas simplement de l'évaluation du travail, ou pas simplement certains aspects plus techniques ou plus thématiques comme ceux qui suivront dans les séances à venir du séminaire, mais un peu plus général, un peu plus horizontal. Et nous avions convenu tous les deux, ou nous étions convenus tous les deux, que le thème évaluation et politique pourrait être intéressant au seuil, en somme, d'une réflexion sur ce sujet. Alors, c'est ce que j'ai retenu, évaluation et politique. En plus, c'est des questions qui m'intéressent depuis longtemps, mais je crois que c'est quand même important pour un pays comme le nôtre, et j'observe d'ailleurs que tu as un sens de l'actualité extraordinaire, puisque le président de la République lui-même, évidemment, dans sa réorientation de la politique économique, met au cœur forcément la question de l'évaluation, puisqu'il s'agit de trouver des économies, il s'agit de trouver une efficacité plus grande de l'action publique, compte tenu des évolutions du monde et des problèmes auxquels l'économie et la société française sont confrontées. Alors, le sujet de cette intervention sera le mot « et » dans évaluation et politique. Ce que je vais développer, c'est le mot « et ». Mais auparavant, il faut que je dise un mot de l'évaluation. Je pense que tout le monde connaît, en gros, sans entrer dans une définition de l'évaluation, tout le monde connaît deux caractéristiques centrales de l'évaluation, qui en tout cas seront les caractéristiques que je retiendrai. Premièrement, l'évaluation, c'est un jugement. C'est un jugement sur un acte d'une personne ou un acte d'une organisation ou d'une structure. Ça n'est jamais un jugement sur une personne elle-même, mais c'est un jugement qui est forgé à partir des résultats de cette personne, de cette organisation, de cette structure. Alors, cette double caractéristique doit être bien comprise, c'est-à-dire que c'est à partir des résultats principalement qu'on forge
l'évaluation, et ça fait séparer l'évaluation du contrôle. Le contrôle d'un acte, le contrôle d'une organisation ne porte pas d'abord sur le résultat, mais porte plutôt sur la conformité de l'acte ou de l'organisation à ce qu'il est requis, ce qu'il est prévu, ce qu'on lui avait dit de faire. La grande différence évaluation-contrôle, c'est la présence des résultats dans la démarche intellectuelle. Et deuxièmement, ça ne juge pas une personne, et ceci devrait être mieux compris de la part d'une partie de nos concitoyens, ça juge leur pratique. Alors c'est évidemment assez difficile de le faire comprendre, surtout comme dans le système éducatif, par exemple, les professeurs soit ne sont pas du tout évalués, soit évalués tous les 6 et 8 ans, donc le côté moral de jugement sur la personne prend le dessus, et ça rend la politique d'évaluation des personnes très difficile, parce qu'elle n'est pas assez, d'abord expliquée que c'est sur les pratiques et les actes, et d'autre part, pas assez fréquente, je reviendrai sur ce point. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est central, c'est plutôt, pour reprendre un adjectif que tu as utilisé tout à l'heure dans un autre sens, je crois qu'il faut avoir une conception instrumentale de l'évaluation. C'est-à-dire, on n'évalue pas pour évaluer, ce n'est pas un but, on évalue pour utiliser cet outil à des fins politiques, précisément, à des fins d'amélioration de l'action, à des fins d'amélioration de l'organisation. Et par conséquent, et ceci je le dis immédiatement, dès lors que l'évaluation est un moyen ou un outil et non une fin, et qu'elle doit donc servir à quelque chose que l'évaluateur ne suivra pas lui-même, mais que ce quelque chose d'amélioration sera opéré par les acteurs que l'évaluateur évalue, ou les organisations qu'il évalue, se pose immédiatement la question d'une place particulière à penser dès le début du processus d'évaluation aux acteurs eux-mêmes. Je reviendrai sur ce point. Vous ne pouvez pas évaluer à une distance de Sirius de l'évaluer dès lors que vous voulez qu'ensuite l'évaluer tienne compte de ce que vous aurez dit. Et en même temps, vous ne pouvez pas être trop près de l'évaluer quand vous l'évaluez, parce que une partie de la richesse et de l'intérêt de l'évaluation comme levier d'amélioration, c'est précisément le regard extérieur qu'elle apporte. Et par conséquent, la distance entre l'évaluateur et l'évalué est une question majeure qui doit être traitée spécifiquement dans chacune société, pour des raisons de la sociologie administrative que je dirai tout à l'heure, et spécifiquement aussi suivant le sujet de l'évaluation. Alors, le mot politique n'a pas besoin d'être choisi, sauf que pour dire que l'essentiel du contexte de mon intervention sera l'évaluation des politiques publiques. Le mot évaluation et la pratique d'évaluation, même quand elle est récente ou même quand elle est discutée dans un pays comme le nôtre, sont assez polyvalents, sont assez polysémiques, c'est-à-dire il y a de l'évaluation un peu partout. Bon, je dirais des choses pour caractériser la conjonction « et » qui valent pour l'ensemble de l'évaluation, mais c'est surtout l'évaluation des politiques publiques que je vais avoir en tête. Alors, et, il y a deux aspects pour, en somme, préciser le mot « et » dans l'expression « évaluation et politique ». Il y a l'aspect amont, c'est-à-dire la politique conditionne l'évaluation. Ça sera l'objet de la première partie de cet exposé. C'est-à-dire que la politique crée les conditions d'une évaluation publique, d'une évaluation de l'action publique. En somme, première partie de l'exposé, l'évaluation dépend de la politique qu'on entend conduire en cette matière. Et puis, naturellement, le mot « et c'est le second point qui est le plus important, le mot « et » doit être compris à l'envers, en aval, cette fois-ci, et ça sera la deuxième partie de l'exposé. Ce n'est plus l'évaluation qui dépend de la politique, c'est la politique qui dépend de l'évaluation. C'est-à-dire, si l'évaluation est un instrument, c'est précisément pour que la politique en dépende. Et ça sera la deuxième partie. Alors, première partie, en quoi l'évaluation dans notre pays dépend de la politique? Il faut en effet vouloir et organiser l'activité d'évaluation, parce que ce n'est pas tellement facile, ni tellement rigolo, ni tellement d'ailleurs plaisant pour le responsable politique que d'avoir une espèce de poil à gratter qui s'appelle l'évaluateur et qui va en permanence dire « mon action publique ». Un responsable, un ministre, un élu, mon action publique, telle que je la conduis, telle que d'ailleurs, en effet, je passe des heures et des heures toute la journée à la conduire, eh bien, elle est évaluée, elle est critiquée, elle est soumise. Donc, il faut vouloir l'évaluation. Et il y a des cas célèbres où on n'a pas voulu l'évaluation. Je donne un ou deux cas parce que ça m'avait beaucoup marqué. Quand j'étais directeur de l'évaluation, tu as bien voulu rappeler ça tout à l'heure, j'avais voulu à un moment évaluer de façon comparative les résultats des écoles françaises et allemandes sur ce que savaient les élèves, savaient et savaient faire les élèves.
Et les Allemands, en 92-13, quand j'avais demandé à procéder à une évaluation comparative, les Allemands avaient refusé. Et les Allemands refusaient de faire une évaluation des résultats de leur système éducatif. Alors la raison qui m'avait été donnée, c'est que la compétence en Allemagne de système éducatif n'est pas une compétence fédérale, mais c'est une compétence des Länder, ce qui est d'ailleurs une vraie raison. Et du coup, les Allemands, avec vraiment une gentillesse très grande, m'avaient dit, vous n'avez qu'à comparer la France avec la Bavière. Alors c'est moi qui avais refusé. Et donc, vous voyez, on était dans un État, l'Allemagne, où ils ne voulaient pas qu'on évalue. Et pourquoi ils ne voulaient pas qu'ils évaluent? Ce n'était pas du tout parce que c'était une compétence des Länder, la raison qu'ils m'avaient donnée. C'était parce que, dans le débat international sur la qualité des systèmes éducatifs, l'Allemagne était évaluée par la faiblesse du taux de chômage des jeunes sur son marché du travail. Et donc, on en remontait en amont de ce faible chômage sur le marché du travail allemand, on en remontait que le système éducatif allemand devait avoir de bons résultats, et les Allemands considéraient que ça suffisait et qu'il ne fallait pas aller en plus et au-delà. Vous voyez un peu le tremblement de terre, et vous comprenez le tremblement de terre qu'a représenté en Allemagne les résultats d'une enquête comme l'enquête PISA. L'enquête PISA qui s'est attachée non pas à montrer à quel point le chômage des Allemands était faible parce qu'ils s'inséraient bien sur le marché du travail, mais à quel point les élèves allemands savaient ou ne savaient pas un certain nombre de choses fondamentales, et qui a du coup montré que beaucoup d'élèves allemands, surtout ceux issus de l'immigration, mais pas seulement, ne maîtrisaient pas du tout des éléments fondamentaux. Ça a été dans les médias, chez les responsables allemands, un bouleversement. Et ça, il y avait eu ce refus de l'évaluation qui était plutôt lié à une façon soit antérieure, soit stratégique de se situer sur le plan de la discussion internationale. C'est-à-dire, je ne cherche pas à avoir des résultats, et si on veut vraiment qu'on ait des résultats, eh bien, je vous montre à quel point le taux de chômage est faible, et donc ça suffit à évaluer le service de l'école. Ça, c'était un état un peu antérieur. Certains de nos ministres, j'en ai connu au moins un, sont un peu de cette idée-là, sont assez réservés devant l'évaluation, parce que, évidemment, Alors, à l'inverse, pour donner un autre exemple, il y a quand même des tas de cas où il y a des évaluations. Je donne juste, on pourrait dire, 2 exemples divers. Il y a quand même tout un domaine où nous acceptons et nous sommes d'accord pour qu'il y ait une évaluation perpétuelle, c'est assez fantastique, c'est le fait que les élèves sont constamment notés. Constamment notés. Alors on peut discuter, c'est bien, c'est mal, vous aurez une séance avec Merle sur ces affaires, c'est autre chose. Mais l'idée qu'on note les élèves, qu'on classe les élèves, et que ceci sert, et peut-être même qu'il faut que ceci serve, je reviendrai sur ce point, cette idée n'est mise en doute par personne, et naturellement ça a été organisé. Ça a été organisé, le baccalauréat, ce n'est pas simplement des épreuves, c'est des notes et des pondérations entre épreuves. Et donc on a voulu cette politique de notation, on l'a voulu. Bon. De même, un cas qui est pour moi très important, c'est une réforme qui avait été enclenchée par le Premier ministre Alain Juppé. Toute nouvelle proposition de mesures législatives que le gouvernement, voire un député, voulait proposer, devait faire, enfin le dossier de présentation de la mesure devait contenir une fiche contenant une évaluation ex ante de la mesure. Non pas ex post, puisque naturellement la mesure nouvelle n'existe pas, mais ex ante, c'est-à-dire avant que la mesure existait. En somme, pour la justifier, il fallait que la personne qui propose, c'est toujours vrai, nous vivons sous ce régime en France, il faut que la personne qui le propose, en somme, ait fait l'effort d'estimer ex ante le type d'économie en matière financière que la disposition permettra. Alors vous voyez, là c'est le contraire. Nous avons des systématisations de politiques d'évaluation. Alors pourquoi est-ce qu'il faut le vouloir? Moi je crois que c'est très simple. Je crois qu'il faut bien se rendre compte, c'est en tout cas ma thèse, la demande d'évaluation dans notre pays est très forte. La demande d'évaluation dans notre pays est très forte. On voit des tas d'indices à cela. Les journaux, quand ils vous parlent de la qualité des différents hôpitaux, par exemple, ou de la qualité des différents lycées à travers les taux de réussite intelligemment construits au baccalauréat, eh bien, ces journaux font leur chiffre d'affaires au cours de l'année. C'est simple. Il n'y a pas que Mme Gaillet qui permet d'avoir des grands tirages, il y a aussi l'évaluation. Je crois que les gens sont en demande très forte d'évaluation, qu'il faut donc y répondre, et il faut donc organiser la politique, parce que sinon vous laissez une société régie par la rumeur. Alors ceci est un point qui est assez important. C'est-à-dire que face à une demande d'évaluation qui ne serait pas nourrie, ou à laquelle une offre d'évaluation ne la satisferait pas, c'est la rumeur qui va gagner.
la rumeur sur un collège qui est bon ou qui est mauvais et qui va du coup provoquer des actions. Parce que naturellement, les gens ont une demande d'évaluation, pas simplement pour le plaisir de l'évaluation. Ils ne sont pas plus que l'évaluateur contents d'avoir cette demande d'évaluation. Ils demandent l'évaluation pour optimiser leur propre action. Et je crois qu'une société comme la nôtre, dans laquelle, en somme, la transparence et l'information se sont accrues, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, eh bien, elle ne peut pas laisser cette demande d'évaluation en jachère et par le risque que la rumeur fait courir. Parce que la rumeur dit des choses qui ne sont pas vraies et surtout le dit durablement. Vous prenez un collège, par exemple, un collège, un mauvais principal de collège, il coule le collège en une année scolaire. Et donc le collège qui était bon devient mauvais. Et la rumeur peut continuer à dire qu'il est bon. C'est pas sûr. Mais ce qui est vrai, l'inverse est sûr. C'est-à-dire que vous avez un mauvais collège, on change de principal, il met 18 mois à le remonter, le principal, mais la rumeur va continuer à dire que le collège est mauvais. Autrement dit, il y a une pérennité de la rumeur et une approximation de la notoriété parce qu'elle ne se fonde pas sur des résultats réels, mais sur des bruits, sur des opinions, qu'il faut, je crois, combattre. Alors, 3 critères pour une politique de l'évaluation. Si vous êtes convaincu qu'il faut la conduire et l'organiser, il faut que vous mettiez en œuvre 3 critères. 1, il n'y a pas de monopole. Personne, je crois, et il ne faut pas laisser quelqu'un s'arroger un monopole de l'évaluation. C'est très compliqué de porter un jugement sur une organisation ou sur une pratique à partir des résultats que cette organisation ou cette pratique obtient. Et par conséquent, je crois qu'il faut au contraire multiplier, même si c'est un peu coûteux au niveau d'une société, multiplier les regards différents. Pas de monopole de l'évaluation. 2, il faut évidemment qu'elle soit indépendante, il le faut dans le fond, et il faut qu'elle soit crue indépendante. C'est-à-dire, c'est à la fois le fond et l'opinion. L'opinion doit juger que votre évaluation est indépendante, et vous devez l'avoir, mais aussi puissante. Ça, c'est un point. On dit toujours indépendante, on a raison. On oublie qu'il faut que l'évaluation soit puissante. J'ai vu dans ma vie administrative des agences de quasi-évaluation rayées d'un trait de plume parce qu'elles n'étaient pas assez puissantes sous des contraintes budgétaires. Et par conséquent, à partir du moment où l'acte d'évaluation est un acte que, certes, la politique veut, mais devant lequel la politique est un peu hésitante, parce que c'est un acte qui la juge, en effet. Il faut que vous soyez indépendant, c'est vrai, mais assez puissant pour résister à des tentations du politique qui, tout en vous ayant donné un accord de principe, peut-être d'un seul coup vous retirer concrètement cet accord. Et là, nous arrivons à ce que je crois être un diagnostic sur notre sociologie administrative. Je crois que nous sommes un pays où les unités puissantes dans la sphère publique, c'est les ministères, et où, depuis 20 ou 30 ans, 40 ans, que nous essayons de construire ou de fabriquer des dialogues interministériels, des structures interministérielles, et même des secrétariats interministériels, c'est des unités faibles. Et donc je crois, si vous voulez ajouter et l'indépendance et la puissance, il faut que vous construisiez des structures d'évaluation dans les ministères à qui vous donnez l'indépendance d'appréciation. Autrement dit, je crois qu'il faut donner une préférence à l'évaluation ministérielle dans notre pays sur l'évaluation interministérielle. Comme il n'y a pas de monopole, il faut aussi faire de l'évaluation interministérielle, mais je pense qu'elle doit être seconde parce qu'elle est plus faible. C'est le contraire de ce qui se passe en Suède ou en Angleterre ou aux États-Unis, où l'idée d'indépendance est pensée comme requérant qu'on ne soit pas dans le ministère, et où par ailleurs, la puissance des agences n'est pas discutée. Eh bien, je crois qu'en France, c'est plutôt le contraire. Le modèle anglo-saxon vient progressivement en France, et je crois qu'il faut être attentif, y compris parce que ce modèle est le critère par quoi l'opinion juge de l'indépendance. Et donc c'est pour ça qu'il faut organiser des évaluations interministérielles, je crois que c'est vrai, mais il faut être attentif à ce que ces dernières soient puissantes. Je dirais, à mon avis, le critère pour qu'il en soit ainsi dans un moment, mais ça ne devrait pas empêcher que ça soit dans nos bastions à nous, en sociologie administrative française, que l'évaluation soit principalement créée. Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation ou une structure indépendante? Ça n'est pas tellement le statut où elle est, contrairement à ce que pense l'opinion. Ça n'est pas parce qu'elle est dans une agence versus dans une direction. C'est plutôt les 3 critères suivants.
qui, pour moi, caractérisent et définissent l'indépendance. D'ailleurs, quand j'étais directeur de l'évaluation au ministère de l'Éducation, pendant 7 ans, j'ai considéré que ces 3 critères avaient été satisfaits par les ministres successifs. 1, vous êtes maître de votre programme de travail, c'est-à-dire c'est vous qui dites ce que vous allez évaluer. Ça vous oblige pas à être autiste. Vous pouvez écouter ce que les gens voudraient que vous évaluiez, mais c'est vous qui décidez ce que vous évaluez. 2, vous avez les compétences qui font que votre travail ne sera pas contesté en termes de qualité. Par exemple, quand nous voulions évaluer le niveau en français des élèves, évidemment, si les épreuves que nous donnions aux élèves sous le regard des dizaines et des dizaines de milliers de professeurs de français, si ces épreuves n'avaient pas été acceptées comme étant de qualité par les professeurs de français, ça discréditait absolument la démarche d'évaluation, quelle que soit ensuite l'indépendance dont vous pouviez faire preuve. Donc, avoir la compétence nécessaire pour le faire, et troisièmement, toute évaluation est diffusée et publiée. Si ces 3 critères-là sont satisfaits, vous êtes indépendant où que vous soyez logé dans l'administration française. Alors, quelle est la situation actuelle en France sur ce point précis? Je pense que nous avons, en effet, sauf exception, maintenant, depuis une vingtaine d'années, accepté l'idée d'une politique de l'évaluation. Je pense que du point de vue des structures, elle est assez bien faite. Il y a, point premier, je commence par cela, une modification de la Constitution qui donne au Parlement, et ça c'est tout à fait nouveau, compétence pour évaluer. Je lis le nouvel article 24 de notre Constitution, dans la réforme récente, guillemets, le Parlement vote la loi, ça n'est pas très nouveau, il contrôle l'action du gouvernement, c'est déjà un peu plus nouveau, point, il évalue les politiques publiques, ça c'est immensément nouveau. Donc, au niveau du Parlement, l'évaluation des politiques publiques a été instituée, et d'ailleurs, le Sénat s'en est pas encore saisi, mais l'Assemblée, depuis 3-4 ans, a beaucoup produit de travaux d'évaluation, sur lesquels je reviendrai dans un petit moment. Deuxièmement, il y a des structures d'évaluation dans chacun des ministères, plus ou moins développées. Souvent, c'est des inspections générales, mais il y a aussi des services et des directions. Je crois qu'il faudrait un peu développer les services et les directions, mais ça existe. Troisièmement, en interministériel, alors, il y a un secrétariat général qui est chargé de cela, et qui a été créé il y a 18 mois. Je crois que c'est trop faible, je crois qu'il faut donner ça à la Cour des comptes, qui est la seule structure interministérielle du pays qui est indestructible, et qui prenant une fonction interministérielle d'évaluation des politiques publiques, permettrait de le faire. J'observe d'ailleurs que la Constitution aujourd'hui le dit, puisque la Cour des comptes, en toutes lettres, la Constitution dit, j'avais noté cela à votre intention, la Constitution dit, la Cour des comptes, point de suspension, comment pourrait-on dire, assiste le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens. Les 2 choses sont dites, évaluation des politiques publiques, et pas simplement pour l'acteur, mais aussi pour la démocratie. Enfin, naturellement, et ceci est très important, de plus en plus de structures scientifiques produisent des évaluations, avec évidemment une capacité d'essayer de repérer les résultats eux-mêmes, les résultats de l'acte ou de la politique. Les structures en question sont souvent animées par des économistes, soit à l'École d'économie de Paris, l'INSEE lui-même le fait davantage, etc. Autrement dit, du point de vue des structures, je pense que nous avons petit à petit construit une capacité d'évaluation assez forte. Je pense que nous avons 2 faiblesses. 1, cette capacité n'est pas tout à fait assez mise à contribution, c'est-à-dire que chacune des structures dont je viens de parler, l'INSEE y compris, devrait s'attacher davantage à évaluer toute une partie de notre action publique et à le faire savoir. Et ça va m'amener à mon deuxième sujet, évidemment. Et puis je pense, deuxièmement, que la coordination de tout ça est trop faible. Je pense que dès lors que vous faites le choix qu'il n'y ait pas de monopole de l'évaluation, mais qu'il y ait plusieurs instances qui soient capables et légitimes d'évaluer de façon indépendante et publique, eh bien, il y a un problème important que nous n'avons pas bien traité de coordination de ces travaux, d'insémination respective des compétences des unes et des autres, les évaluations scientifiques, les évaluations administratives, etc. Je pense que soit le secrétariat général, soit la Cour des comptes devraient se saisir de ce sujet et que ça devrait, comment dirais-je, éviter un certain désordre qui menace et qui menacerait encore plus si on développait les évaluations, ce que par ailleurs je souhaite. Alors, passons au deuxième point qui est à mes yeux le plus important, c'est-à-dire non plus l'évaluation qui dépend de la politique, mais maintenant la politique qui dépend de l'évaluation. Autrement dit, vous avez des évaluations, vous avez une politique d'évaluation, vous avez des travaux, vous avez sur telle ou telle action, sur telle ou telle organisation, vous avez un jugement sur leurs résultats.
la question centrale, c'est comment faire que la politique en tienne compte. Je dis elle est centrale parce que c'est notre point faible. Nous avons d'assez bonnes évaluations depuis une vingtaine d'années, à mon avis pas suffisantes, mais assez bonnes. Mais ce que nous ne savons pas faire et que nous faisons mal et que nous faisons beaucoup trop mal, c'est nous en servir. Alors, c'est objectivement vrai. Par exemple, tu as précisé que pendant 3 ou 4 ans, j'ai présidé le Haut Conseil d'évaluation de l'école, à la demande d'ailleurs du ministre de l'Éducation. Un sur tous les avis que nous avons rendus, un seul a été suivi des faits par une expérimentation que le ministre Ferry avait conduite sur le fait d'avoir des classes de CP en très petit nombre pour voir si ça favorisait l'apprentissage de la lecture. Aucun des avis qu'on avait rendus n'a été suivi des faits. Autrement dit, le ministre crée lui-même une fonction d'évaluation auprès de lui et il n'en tient pas compte. C'est assez pénible. C'est assez pénible. Assez pénible personnellement pour la qualité de son travail, mais c'est évidemment assez pénible pour l'optimisation de l'action publique. Il y a des raisons à cela, je vais le dire dans un moment. Il y a des cas extrêmes, et je pense qu'un des intervenants que tu as invité, c'est Marc Gurgan, pourra en parler savamment. La question des internats d'excellence qu'il a évalué, Marc Gurgan, et c'est public, vous pouvez regarder, et qui globalement a conclu à un effet bénéfique des internats d'excellence. Au moment même où cette évaluation a été rendue publique, en somme, ils étaient supprimés. Alors ça, si vous voulez, c'est intéressant. C'est un cas extrême, mais c'est intéressant. Alors l'opinion pense ça d'ailleurs. Les travaux d'évaluation ne servent à rien. Tous les sondages d'opinion que la Cour a fait, la Cour des comptes a fait sur ces travaux, l'opinion ne cesse de dire la Cour des comptes, bravo, bravo, ça c'est formidable, vous portez des jugements, vous n'êtes pas attaché au pouvoir, heureusement que vous êtes là, ça vous êtes, mais vous ne servez à rien. Bon. Donc, alors, ce n'est pas tout à fait juste, il y a quand même des évaluations qui servent et qui doivent servir. Je reviens sur les notes des élèves, par exemple. L'orientation des élèves, de vos enfants, de vos neveux, dans le système éducatif, entre les différentes filières du lycée, par exemple, à la fin de la 3e, cette orientation, elle dépend en partie des notes qu'ils ont eues et du jugement des professeurs. Et non seulement elle dépend en partie des notes qu'ils ont eues et du jugement des professeurs, mais il faut qu'il en soit ainsi, parce que c'est ainsi que le système éducatif s'approche de la justice. Parce que s'il n'y avait pas une notation, une évaluation, un jugement de la part des professeurs sur les élèves qui pèsent beaucoup dans l'orientation en fin de 3e, l'orientation serait encore plus qu'aujourd'hui soumise à des caractéristiques qui leur sont proches. On n'oriente pas de la même façon les garçons et les filles, on n'oriente pas de la même façon les enfants des milieux bourgeois et des milieux ouvriers. Ceux-ci qui déjà jouent le sexe de l'élève et son milieu social joueraient encore plus s'il n'y avait pas un usage fort de l'évaluation, et c'est cet usage fort de l'évaluation dans les trajectoires des élèves qui fait que les trajectoires sont plus justes qu'elles ne seraient sans évaluation. Vous voyez sur le vif là, dans une dimension naturellement perfectible, je ne dis pas que les notes des élèves sont parfaites, mais dans une dimension où on a à la fois organisé une politique d'évaluation et organisé son usage systématique, vous voyez l'intérêt d'avoir non pas une politique optimale naturellement, mais une politique meilleure quant à la justice du jugement et de l'action sur les trajectoires scolaires que si l'évaluation n'existait pas ou n'était pas utilisée. De même, pourrait-on dire, mais cette fois-ci, c'est des affaires de contrôle. Il y a toutes les malversations de fonctionnaires en matière financière sont immédiatement suivies des faits. De même, l'évaluation nationale dont je vous ai parlé, l'évaluation nationale depuis 3-4 ans a, par modification de la Constitution, une certaine responsabilité. Elle évalue les politiques publiques. Eh bien, les propres évaluations de l'Assemblée nationale, sans que vous en soyez forcément toujours rendu compte, ont comme conséquence un changement de législation, c'est-à-dire dans le projet de loi suivant, on tient compte de l'évaluation qui a été faite. Autrement dit, l'opinion juge que l'évaluation ne sert jamais à rien, elle majore cette impression, elle sert un peu de temps en temps, il y a des cas particuliers où ça sert, mais il est vrai qu'elle a raison et qu'objectivement, l'évaluation ne sert pas assez. Alors pourquoi ? Je pense pour 2 grandes raisons qui, l'une comme l'autre, sont assez difficiles à surmonter, mais qu'il faut essayer de surmonter. La première qui tient à l'évaluation elle-même. L'évaluation elle-même, si vous voulez, donne souvent des conclusions assez molles, assez floues, parfois même un peu ténues
efficacité de telle ou telle mesure fiscale, efficacité de telle ou telle organisation de l'hôpital versus telle autre, efficacité. Tout ça, si on les évalue sérieusement et si on va jusqu'au bout de l'évaluation, peut arriver, peut aboutir et aboutit souvent à des résultats assez flous, assez peu opérationnels, du genre, y compris dans des recommandations de la Cour des comptes, il faut améliorer le système de santé. Alors là, vous êtes tranquille, il faut améliorer le système de santé, vous pensez bien, vous êtes le ministère de la Santé, qu'est-ce que vous en faites de ça? Autrement dit, les conclusions de l'évaluation elles sont aussi liées à un moment précis. Vous avez évalué à un moment précis quelque chose dont les effets peuvent être soit de court, soit de moyen, soit de long terme, et votre évaluation ne se place pas à ces trois moments-là. Elle se place soit à court, soit à moyen, soit à long terme, mais elle ne se place pas aux trois. Et par conséquent, les effets sur les résultats que vous allez mesurer de l'action publique, ces effets-là, d'ailleurs pour l'orientation des élèves, c'est un peu la même chose. Le jugement des professeurs porte sur l'orientation au cours de la 4e ou de la 3e, c'est assez peu prédictif. C'est-à-dire que plus tard, dans 3-4 ans, il pourra faire des choses qu'on pensait que ces notes de 3e et 4e ne prédisaient pas. Autrement dit, l'évaluation qui est située dans le temps a du mal à embrasser l'ensemble du résultat d'une action ou d'une organisation dès lors que cet ensemble de résultats s'étend dans le temps. Et par conséquent, cette première raison qui tient à l'évaluation et à ses faiblesses quasi méthodologiques, vous comprenez, conduit le politique, conduit le responsable administratif à être assez prudent quant à l'usage de ce que l'évaluation lui recommande de faire. Prudent et même précautionneux. Prudent parce qu'il me dit de faire ça, mais ça, c'est du côté de l'évaluation. Et puis du côté de la politique, à mon avis, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que dans une démocratie, on ne peut pas viser un gouvernement des évaluateurs. On ne peut pas demander que l'évaluation commande l'action politique, la contraigne, la bride. On ne peut pas demander que le politique suive aveuglément l'évaluation si l'évaluation était nette dans ses recommandations. Le politique agit en tant que politique et sa propre évaluation, ça sera l'élection future. Ce n'est pas l'évaluateur qui doit la lui commander. Autrement dit, dans une démocratie, l'articulation évaluation et politique est forcément assez lâche. Assez lâche. Et il y a 10 ans, quand j'ai présidé la commission sur la réforme de l'école et que j'ai rendu le rapport à un ministre qui n'avait pas demandé cette commission parce qu'entre-temps, il y avait eu un changement ministériel, il a pris appui de cette argumentation que je ne cessais de développer en disant le lien entre votre politique et votre réforme et votre nouvelle loi, monsieur le ministre, et mon rapport doit être assez lâche. Il a pris prétexte de cette lâcheté pour dire je ne m'occupe pas de votre rapport, point. Donc il y a un risque assez élevé dans cette conception, et qui est une conception nécessaire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas demander que l'évaluateur contraigne le politique. Alors, la seule ambition que je crois il faut avoir, et c'est au regard de cette ambition que je vais procéder à quelques recommandations pour que la situation s'améliore, la seule ambition, c'est que l'évaluation nourrisse l'action du responsable. Que quand il a à prendre sa décision, et c'est ça qui, moi, dans l'état actuel de l'action publique, me fait le plus de peine, c'est que l'action publique n'est pas assez nourrie d'une évaluation quant aux effets des différentes décisions entre lesquelles le ministre est à même de choisir. Et du coup, l'action publique est trop dépendante du rapport de force et des puissances des groupes de pression, trop dépendante aussi de l'émotion médiatique de telle ou telle conséquence, de telle ou telle décision. Et que l'évaluation elle-même, face à la puissance des groupes de pression et face à la puissance médiatique, l'évaluation elle-même n'a pas assez de place dans la décision du ministre. L'évaluation elle-même, quant aux résultats soit possibles de son action, évaluation ex ante, soit qui ont été observés du même type d'action à l'étranger et qui donc s'observeraient pour sa décision en France, cette évaluation n'est pas assez présente sur la décision, à la décision du ministre ou du responsable d'organisation. Et donc ce qu'il faut, si vous voulez, c'est d'essayer de tirer la conséquence, la double conséquence des deux raisons qui font que le sujet actuellement est insuffisant. Comment, du côté de l'évaluation, faire en sorte qu'elle soit mieux utilisée, c'est la première chose que je vais dire, et comment, du côté de la politique, faire en sorte qu'on l'utilise davantage, ça va être la seconde chose. Du côté de l'évaluation, comment faire et comment améliorer les procédures d'évaluation pour qu'elles soient davantage utilisées? Je vois 4 sujets que j'évoque rapidement.
D'abord, je crois qu'il faut que dans le choix de ce que nous décidons d'évaluer, de ce que les structures d'évaluation décident d'évaluer, il faut qu'elles soient plus sensibles à un critère de masse et à un critère de risque. Autrement dit, il y a d'énormes sujets dans notre pays qui ne sont absolument pas ou pratiquement pas assez évalués. Par exemple, effet de la taille des classes. Effet de la taille des classes, il y a dans notre pays une seule évaluation sur le sujet, une seule, vous vous rendez compte? Sur un sujet à je ne sais pas combien de centaines de millions, vous avez une évaluation. Nous devrions avoir un faisceau d'évaluations. Alors il y a à l'étranger, mais naturellement, l'étranger, c'est une chose qui est intéressante du point de vue... Bon, mais en même temps, ce n'est pas forcément applicable. Effet de l'allègement des charges sur les bas salaires. Ça, c'est un sujet, pas à centaines de millions, c'est un sujet à 20 milliards. Il y a une seule évaluation, qui a d'ailleurs été produite dans la sphère de l'INSEE, ex post de cet effet. Et d'ailleurs, c'est censé avoir produit un certain nombre d'emplois. Parfait, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne le crois pas. Et par exemple, pour la Cour, j'avais contribué à la rédaction d'un rapport dans lequel nous nous étions interrogés. Est-ce que l'allègement des cotisations sociales sur les bas salaires, c'est à toutes les entreprises qu'il faut le consentir, ou est-ce que c'est à certaines entreprises plutôt qu'à d'autres, etc. Autrement dit, il y a une espèce de capacité d'analyse de nos mesures politiques qui est insuffisamment nourrie par une évaluation sur un sujet à 20 milliards. Et aujourd'hui, qu'on veut accroître cela, je pense que... Bon. Les niches fiscales, en général, les niches fiscales, bien entendu, il y en a toute une partie qui, ayant la trace de l'histoire, existent parce qu'elles ont existé, ce qui est... Vous savez, en matière de fiscalité, c'est le grand théorème de Bercy. Ça, c'est un point qui est d'ailleurs important, c'est-à-dire il n'y a de bon impôt qu'un impôt ancien. Parce qu'évidemment, les impôts nouveaux, il faut convaincre, il vaut mieux convaincre que contraindre le contribuable à payer l'impôt nouveau. Par conséquent, les bons impôts, c'est les impôts anciens, parce qu'on y est habitué. Mais enfin, les niches fiscales auxquelles on est habitué parce qu'elles existent depuis 30 ou 40 ans, en faveur de ceci ou de cela, en faveur, je ne cite pas pour éviter de me faire trop d'ennemis, mais les niches fiscales, on devrait en apprécier plus exactement l'efficacité, avant soit de les garder parce que c'est un bon impôt, enfin c'est un bon impôt, dans le cas présent c'est plutôt un allègement d'impôt, mais c'est un bon allègement d'impôt parce que ça existe depuis longtemps, ou soit de vouloir toutes les supprimer comme aujourd'hui parce qu'on est à la ressource de mesures permettant de réduire le déficit. Alors je trouve, si vous voulez, que sur des sujets qui sont financièrement énormes, on n'a pas assez d'évaluation. Dans le programme de travail des organismes d'évaluation, ils devraient être davantage attentifs à ça. Deuxièmement, s'agissant de l'évaluation des structures ou d'organismes, c'est-à-dire de telle ou telle agence, de tel ou tel hôpital, de tel ou tel... Alors, si vous voulez que ça soit suivi des faits, votre évaluation d'un lycée, d'un hôpital, il faut que d'une façon ou d'une autre, vous mettiez dans le coup les évaluer dans votre processus. Non pas que les évalués vont évaluer. Je crois que l'évaluation ne peut pas se résoudre à de l'auto-évaluation. Mais d'abord, il faut que vous mettiez tout de même un volet auto-évaluatif dans votre évaluation. C'est-à-dire qu'il faut que les usagers, les responsables eux-mêmes et les acteurs de terrain eux-mêmes soient à même, si vous voulez, d'exprimer leur jugement. Et il faut aussi qu'ils suivent l'ensemble de votre processus de telle sorte qu'à l'arrivée, ils soient capables, alors sous une forme qu'on peut formaliser de façon diverse, ils soient capables de comprendre vos recommandations d'évaluateurs et de les appliquer. C'est-à-dire que si vous avez une évaluation trop lointaine des évalués, s'agissant des responsables d'organismes et de structures, alors le risque est très très élevé qu'on ne vous suive pas, qu'on n'arrive pas à vous mettre en œuvre. Je pense, troisième point, qu'il faut beaucoup plus travailler que ce que les évaluations faites, les recommandations qui sont formulées. Toutes les évaluations que j'ai vues depuis 30 ans, et auxquelles moi-même, d'ailleurs, pour une part, j'ai contribué, accordent énormément d'importance à la qualité du diagnostic, et d'ailleurs, tant mieux. Et du coup, trop peu, et souvent, vraiment à la fin, à la rédaction des recommandations. J'avais suggéré à la Cour des comptes, qui a donc sa nouvelle compétence de par la Constitution d'évaluer, enfin de contribuer à l'évaluation des politiques publiques, j'avais suggéré que les rapports d'évaluation qu'elle fasse désormais soient des rapports qu'elle construise exactement à l'opposé de ce qu'elle fait d'habitude. La Cour, d'habitude, fait une instruction sur l'état de la question et ensuite, elle en déduit une liste de recommandations. Et cette déduction se fait à la fin du processus. En 10 jours de temps, les recommandations sont écrites, etc. Et j'avais suggéré qu'on fasse le contraire, c'est-à-dire qu'on commence par énoncer les recommandations
sur lesquelles on y accorde beaucoup d'importance, des recommandations à ce que j'appelle à niveau d'hélicoptère, c'est-à-dire ni des recommandations de Sirius, il faut que l'hôpital marche mieux, ni des recommandations au ras de pâquerette en disant voulez-vous changer le décret X qui règle la durée du travail des infirmières. Il faut avoir des recommandations à niveau d'hélicoptère, c'est-à-dire à la fois ni trop importantes ni trop faibles, et qui soient exprimées d'une façon en somme, comprise et acceptable par les acteurs. Eh bien, je pense que ceci devrait davantage se faire. Enfin, il me semble qu'on devrait être plus à même, et la Cour a fait ça depuis longtemps sous l'impulsion du premier président Seguin, qu'on devrait être plus à même de conduire des évaluations tout à fait particulières qui sont des évaluations des effets des évaluations antérieures. Quels sont les effets des recommandations que j'ai formulées ? De ce point de vue, d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant parce que la Cour qui fait ça depuis une dizaine d'années obtient un résultat où trois quarts de ces recommandations sont, après 2-3 ans, pour partie ou totalement appliquées. Alors ça, 3 quarts, c'est beaucoup. C'est-à-dire l'opinion n'est pas du tout en phase avec ce jugement. Alors c'est peut-être des recommandations microscopiques, c'est peut-être parce que l'opinion est plus impatiente de grands changements, c'est peut-être parce que le souci que le service public soit au service du public avec une grande qualité, ce souci s'accroît, etc. Mais bon, évaluer les effets des évaluations précédentes et en tirer des conséquences. Alors du côté de la politique, et je termine par là si tu me donnes encore 5 minutes, là aussi, il me semble, il y a 4 idées qui pourraient être développées en quelques mots. Je souhaiterais qu'en France, on instaure ce que j'appelle une situation à l'australienne. Je vous rappelle la disposition en Australie. C'est même assez affolant d'une certaine façon, mais je pense qu'on devrait s'en inspirer. Tout dispositif mis en place par le législateur, après, est-ce que ça se fait ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, le principe est que tout dispositif mis en place par le législateur, 1, doit être évalué dans un délai de 3 à 5 ans, 2, ne sera maintenu que si son efficacité est démontrée à partir de cette évaluation. Alors ça, si vous avez vraiment la volonté de progresser dans l'usage politique des évaluations, prenez une disposition de ce genre. Ça va vous donner un service public à l'échine un peu plus souple, parce que beaucoup des choses qu'on croyait exactes et efficaces se révèlent ne pas l'être. Ça, c'est le deuxième point. Il faut que le politique développe les questions d'expérimentation, le couple expérimentation-évaluation. Nous ne pouvons plus considérer, vu la complexité du monde et vu l'exigence de qualité du service que les gens attendent de la sphère publique, nous ne pouvons plus considérer que sans expérimentation, nous serons capables d'assurer une progression du service et de sa qualité. Et donc je crois que le couple expérimentation-évaluation, y compris dans le droit, et ça, nous avons une espèce de construction d'un droit, des lois expérimentales, l'expression elle-même est antinomique, des lois expérimentales. Eh bien, nous devons aller dans cette direction de telle sorte que le couple expérimentation-évaluation soit pratiquement le couple par quoi, justement, les pouvoirs publics, dans lequel il y a donc évaluation, soient capables de progresser. Troisièmement, je pense qu'il faudrait, dans chacun des ministères, définir, à côté des structures évaluatives, des personnes ou des structures chargées de tirer les outils pour les acteurs de base des évaluations. La qualité d'un système de santé, M. Le Pen le dira tout à l'heure dans une prochaine séance, ou d'un système d'éducation ou d'un système de justice, c'est les pratiques des personnes dans le terrain, sur le terrain. C'est les pratiques des personnes dans les collèges, les lycées, c'est les pratiques des personnes dans les hôpitaux, c'est les pratiques des personnes dans les tribunaux, etc. Il faut donc, en quelque sorte, aider les personnes qui sont dans ces unités sur le terrain à pouvoir tenir compte de ce que l'évaluation a dit. Et entre l'évaluation qui formule des recommandations et la capacité des personnes à, dans leur pratique, tenir compte de ces recommandations, il y a un certain vide dans l'action publique que, justement, le politique ou l'administratif devrait combler. Vide qui consiste à traduire en outils de remédiation à destination des acteurs de terrain les recommandations d'évaluation. Je conclus sur ce point. Je pense que le couple évaluation et politique, je pense que c'est le vrai mode, c'est le seul mode de régulation du secteur public dans nos démocraties. On ne peut plus réguler le secteur public par la circulaire. La circulaire ne peut plus prétendre
offrir par elle-même l'organisation d'un service dont on soit assuré de la qualité. Et par conséquent, et bien entendu, la régulation ne doit pas, dans le secteur public, faire appel aux mécanismes de marché. Et donc, entre la circulaire qui n'est plus efficace et les mécanismes de marché qui n'ont pas à intervenir en tant que tels, et c'est souhaitable dans la sphère publique, vous n'avez plus pour la régulation que précisément l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est-à-dire une certaine confiance aux acteurs de terrain, laquelle confiance ne va pas sans évaluation et de leurs actions et des structures dans lesquelles ils sont. Alors, je crois qu'il faut développer ça presque en termes de survie du secteur public, dès lors que la demande d'évaluation et la demande d'avoir des services publics de qualité, que le service public soit davantage qu'il n'est encore au service du public, cette demande est très forte. Alors, ce n'est pas absolument nouveau. J'avais, pour terminer, sélectionné à votre intention une phrase du Premier ministre Michel Rocard, qui a été, dans notre pays, l'initiateur de la politique interministérielle d'évaluation des politiques publiques en 1989. Il avait écrit comme Premier ministre une lettre à ses ministres, qui est d'ailleurs une lettre qu'on peut toujours, ça fait 25 ans, on peut toujours relire cette lettre, relire et la méditer. Et j'ai choisi dans cette lettre une phrase que je trouve absolument extraordinaire. Je ne sais pas qui a écrit ça, c'est peut-être M. Rocard lui-même. « Il ne peut y avoir ni autonomie sans responsabilité, bravo, ni responsabilité sans évaluation, rebravo, ni évaluation, pas de Z, ni évaluation sans conséquence. Encore plus bravo. » Et donc c'est toujours pareil en France, ça a déjà été dit, mais il faut le faire. Oui, j'ai quelques questions à te poser. L'exposé était très bien architecturé. Tu nous as d'abord parlé des procédures et ensuite des usages. Et la boucle entre procédures et usages, ou les usages pouvant être améliorés par des procédures et les procédures débouchant sur de meilleurs usages. Une question qui m'a intrigué, c'est, pour aller dans le détail, il y a plusieurs dispositifs qui n'ont pas la même configuration de relation avec la force des procédures. Un service d'un ministère est facile à capter ou à capturer par le ministère, et donc son efficacité, tu as parlé d'efficacité ou de conclusion molle, est-ce qu'il y a une corrélation entre la position d'un service au sein d'un ministère et la teneur de ses évaluations, les chances de faire produire des évaluations suffisamment efficaces? S'il anticipe par définition qu'il n'est qu'une pièce dans un jeu complexe de pouvoir au sein d'un ministère, ces évaluations soit seront tranchantes et inutiles, soit molles et acceptables, mais on risque d'être dans un jeu complexe. Il y a un autre dispositif qui est l'Assemblée nationale. J'ai participé moi-même à des auditions pour des opérations d'évaluation. Et le troisième que tu as mentionné, c'est la Cour des comptes. La question est à la fois de la performance relative de chacun en fonction de sa position, et je pense que la Cour des comptes a une position beaucoup plus solide, évidemment, pour produire des avis qu'un service d'un ministère, mais elle a des objectifs aussi différents. Et l'interaction entre ces trois, par exemple, ces trois structures. Ma deuxième question porte sur la production et la consommation d'évaluation. Tu as eu raison de dire que la consommation d'évaluation et la production n'ont jamais été aussi volumineuses qu'aujourd'hui. Et que, par ailleurs, l'opinion est parfois extrêmement suspicieuse ou doute de l'efficacité. Je pense que l'opinion doit certainement... Il faudrait établir, et je voudrais te demander, s'il y a une relation entre la taille de l'objet à évaluer ou du problème et le degré de satisfaction d'une opinion à l'égard de ça. Il est évident que le marronnier de la presse qui est que vaut classement des lycées, des hôpitaux, etc., c'est un objectif extrêmement précis. Bref, c'est un acte de consumérisme évaluatif, alors que la qualité de la santé en France, c'est évidemment un problème qui est infiniment plus large. Et donc, la question est celle à la fois de la culture de l'évaluation au niveau le plus décentralisable jusqu'au profane, et aussi de la teneur en information que contient chaque évaluation. Une évaluation est complexe sur un objet large et complexe, une évaluation est plus simple sur un objet plus immédiat, savoir où sont les bons hôpitaux pour une chirurgie cardiaque pointue, mais
les deux sont des opérations arbitraires parce qu'elles sélectionnent, et la culture des mécanismes de l'évaluation est évidemment une chose encore beaucoup plus difficile à imaginer. Voilà le point, les deux questions que je voudrais te poser d'abord. J'en ai peut-être d'autres si on a le temps de... Non, je pense deux choses. D'abord, si on parle de l'évaluation des structures, les structures à proximité du service sont plus faciles à évaluer quant à leurs résultats que les structures lointaines du service. Une direction de ministère, quelle qu'elle soit, il est assez difficile d'évaluer ses résultats. La direction de la santé, du ministère de la Santé, la direction de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur, sont beaucoup plus difficiles à évaluer par principe quant à leurs résultats qu'un hôpital ou qu'une université. Déjà, un hôpital, une université, ce n'est pas si facile, mais bon. Autrement dit, la nature même des conclusions qu'on va pouvoir en tirer et leur solidité va dépendre de l'objet qu'on évalue. Ça, c'est certain. Deuxièmement, elle va dépendre aussi de l'horizon temporel. Les évaluations sur des mécanismes économiques, par exemple, sur certains allègements fiscaux ou sur certains alourdissements fiscaux, c'est l'effet de ces mécanismes fiscaux va dépendre si vous faites ce qu'on appelle ou pas le bouclage macroéconomique. Autrement dit, est-ce que vous allez vous attacher pour mesurer les effets d'un allègement fiscal aux bénéficiaires immédiats, je ne sais pas moi, les gens des dom-toms ou bien les parents, les familles nombreuses, ou est-ce que vous allez, au-delà des bénéficiaires immédiats, aller dans un raisonnement macroéconomique qui fait que les parents, les familles nombreuses ont eu plus d'argent, donc consomment plus, éventuellement au détriment d'autres. Donc un bouclage global macroéconomique. Autrement dit, l'ampleur et la précision de l'effet d'une évaluation d'une mesure fiscale, d'une mesure économique en général, dépend de ce que vous allez appeler le résultat. Le résultat, ça peut être les bénéficiaires. Et plus vous allez loin, plus évidemment l'effet va être ténu. Et donc, plus la conclusion va être molle. Donc, si tu veux, la mollesse des conclusions dépend, du type d'évaluation, enfin, du type d'objet qu'on évalue, et du type de profondeur temporelle qu'on se donne. Alors, est-ce que ça dépend en plus de la localisation de l'organisme évaluateur? C'est-à-dire, la Cour des comptes, dans sa solidité d'or massif, serait plus nette dans ses conclusions que l'Assemblée nationale, où c'est plus récent, c'est des élus, ou qu'une direction de ministère où le directeur peut être balancé le mercredi prochain au Conseil des ministres, etc. Donc, l'opinion croit ça. Mais, encore une fois, si le politique veut l'évaluation, ce que je crois à la condition initiale nécessaire, je crois que l'opinion se trompe. C'est-à-dire qu'il n'est pas fatal que l'Assemblée nationale, une direction de ministère, donne des avis plus empruntés ou plus hésitants parce que leur localisation l'expliquerait que la Cour des comptes. Mais il est possible qu'en effet, ça soit moins écouté. Alors ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire, tu ne peux pas, comme organisme évaluateur, dès lors que tu as mis comme condition que ton évaluation serait publique, et qui était une des 3 conditions que j'avais mises comme absolue, tu ne peux pas faire abstraction du débat public qui va s'enclencher sur ta propre évaluation. Et si tu prends un risque trop élevé que ta propre évaluation ne soit pas perçue comme indépendante parce que tu es situé à tel endroit plutôt qu'à tel autre, alors à ce moment-là, la légitimité et la crédibilité de ton évaluation vont rapidement s'effondrer. Par exemple, moi j'ai été 7 ans directeur de l'évaluation, et à un moment, il y a une partie de la presse qui considérait que je donnais des jugements sur l'école trop roses. Et j'ai donc été amené à rappeler que je ne les donnais ni roses ni gris, mais objectifs. Je ne sais pas si ce rappel a été tellement utile, d'ailleurs. Mais enfin, il faut faire attention à la façon dont le débat public va s'orchestrer. Autant l'évaluation doit nourrir le débat public, qui, s'il n'est pas nourri, dérive. C'est-à-dire, notre politique de santé, ça ne va pas du tout. Les maternités, il faut les garder ou pas les garder pour des raisons X, Y, Z. Dérive. L'école, bon. Autant le débat public, dès lors qu'il est nourri par vos évaluations, constitue en soi-même un jugement sur la qualité de l'évaluation que vous avez produite. Alors, je pense que l'interaction entre les 3, et je suis toujours sur ta première question, ça devrait faire partie de la meilleure coordination que j'ai appelée de mes voeux. C'est-à-dire, je pense qu'il faut éviter...
alors surtout une des choses principales qu'il faut éviter, qui est d'un très grand énervement de la part des acteurs, c'est qu'il y ait des évaluations qui se surajoutent venant de différents organes d'évaluation sans que ça du tout ce soit... Autrement dit, il faut articuler les programmes de travail entre les inspections, entre la Cour, entre les services ministériels, avec les organismes scientifiques. Il faut le faire. On ne le fait pas bien, on le fait d'ailleurs très mal, et puis il y a des problèmes de boutique, c'est-à-dire l'inspection générale des affaires sociales ne veut pas que la Cour se prenne pour le coordinateur du programme de travail de l'inspection générale des affaires sociales. Juste là-dessus, j'interviens. Comment est-ce que tu peux résoudre le problème de coordination versus compétition? Alors, je crois... Enfin, c'est pour ça que je crois qu'il faut la confier, non pas à un secrétariat comme... on en a construit un en octobre 2012. Il y a un secrétariat, je vous l'ai dit, de modernisation de l'action publique, oui, dont, quand on lit le décret, est chargé de l'animation et de la coordination des travaux d'audit et d'évaluation des politiques publiques. Ça, je crois que ça ne peut pas marcher. Le secrétariat en question est beaucoup plus faible que la Cour, que l'Assemblée nationale, que les ministères. Et donc, je crois que ça peut être que la Cour des comptes, et je l'ai proposé à la Cour des comptes, qui s'occupe de cela, avec une certaine capacité de dissociation de sa propre activité d'évaluation, parce que l'essentiel du travail de la Cour, ce n'est pas de l'évaluation, c'est du contrôle. Et en dépit de la modification de constitution, elle ne fera que 2 ou 3 évaluations par an, donc ça ne va pas recouvrir, elle ne va pas être caractérisée ni dans les faits, ni dans l'opinion comme un organisme majeur d'évaluation, mais toujours comme un organisme majeur de contrôle. Et par conséquent, ça laisse la place pour qu'elle déploie, de mon point de vue, une certaine activité de coordination. Je crois que la Cour hésite à faire ça, y compris parce qu'elle se juge un peu récemment, comment dirais-je, ayant récemment reçu cette nouvelle fonction. Deuxième question que tu posais, en partie sur des questions de culture d'évaluation et sur la nature. Moi, je crois que quand on évalue, il faut prendre des objets ou des sujets ou des personnes, c'est-à-dire des pratiques, des actes que ces personnes font, ni trop gros ni trop petits. Je veux dire, personne n'est capable d'évaluer l'état de la politique de la santé. Ou alors, il y aurait toute une séance. Quelle est la relation entre des indicateurs qu'on peut produire et une évaluation d'un truc aussi gros que la politique de santé, etc. Bon. En même temps, si vous prenez un truc trop minuscule, l'enjeu de votre évaluation est très faible. Par exemple, depuis 200 ans, ce n'est pas une évaluation, c'est des contrôles. Mais depuis 200 ans, la Cour contrôle très souvent la Comédie Française. Est-ce que l'administrateur de la Comédie Française déjeune avec sa secrétaire? Bon, c'est un sujet. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un sujet à la hauteur des enjeux. Autrement dit, j'avais plaidé pour que l'évaluation se recentre sur ce que j'avais appelé des sujets moyens. Moyens en volume. En fait, peut-être on devrait dire significatif sans être trop gros en matière financière, premier point, et où on a l'impression qu'il y a des degrés d'amélioration. Couplage de ces deux critères. Bon. Et alors, autrement dit, ce que j'appelais intermédiaire. Niveau intermédiaire des objets qu'on entend évaluer. Une structure intermédiaire, une disposition intermédiaire. On ne va pas prendre toutes les niches fiscales, les fiscs. Bon. Et en même temps, on ne va pas prendre des trucs énormes comme, par exemple, je ne sais pas moi, tout le quotient familial, qui n'est pas d'ailleurs une niche fiscale à proprement parler, mais enfin qui est un truc considérable, etc. Bon. Peut-être que si, mais je ne crois pas. Je crois, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, que l'idée d'une culture d'évaluation, c'est-à-dire l'idée qu'il est légitime, ces structures intermédiaires, d'évaluer en posant la question de leurs résultats, et pas simplement de leur conformité à des normes. Leurs résultats. Cette idée qui était vraiment pas du tout légitime, quand, par exemple, j'ai commencé à être directeur de l'évaluation en 90, pas du tout. L'idée qu'un lycée devait être évalué sur ses résultats, et que d'ailleurs le monde de l'éducation, revue qui existait à l'époque, faisait son chiffre d'affaires annuel en publiant les taux de réussite au bac, ce qui est un pur scandale. Vous ne pouvez pas prétendre évaluer un résultat à partir des taux de réussite au bac. Pour avoir des taux de réussite au bac de 100%, il suffit de sélectionner les bons élèves à l'entrée en seconde et vous êtes tranquille. Donc vous n'allez pas évaluer un lycée avec des taux de réussite au bac. Et donc, il y avait une espèce d'illégitimité de la démarche d'évaluation des services publics type lycée, type hôpital. À l'hôpital, c'est encore pire. Les types qui sortent de l'hôpital, ils sont en gros dans moins bonne santé que les types normaux.
Et vous n'allez pas pour autant dire que parce qu'ils sont en moins bonne santé que les types normaux, l'hôpital a échoué. Donc la sortie d'une structure publique qui vous a transformé, la sortie en tant que telle ne peut pas être indicateur de votre résultat. Ce qui doit être indicateur de votre résultat, c'est l'évolution entre l'entrée et la sortie. Mais ça, c'est dur à mesurer. Ça, c'est justement dur à mesurer. Bon. Et donc, il y avait, il y a 20 ans en France, une très forte illégitimité de l'évaluation. Je pense que cette illégitimité a diminué, que justement une certaine culture de l'évaluation a réussi à s'implanter dans les différents services publics, que ce qui manque, c'est qu'elle soit ensuite utilisée comme un instrument, parce qu'en même temps qu'elle s'est implantée, et ça c'est en quelque sorte des hasards temporels, plutôt qu'une nécessité causale et logique, en quelque sorte, elle s'est implantée au moment où les problèmes financiers sont majeurs. Et où, par conséquent, immédiatement, sans remettre en cause la légitimité de l'évaluation, mais en remettant en cause son usage, immédiatement, l'idée qu'elle n'existe que pour favoriser des économies que, par ailleurs, on a décidé en secret de faire, cette idée, du coup, est apparue. Alors, un des drames de notre pays, ça a été ça, c'est-à-dire que l'implantation d'une culture de l'évaluation s'est faite de façon concomitante avec une période où la réduction des déficits devenait centrale et où, par conséquent, par toute une partie des acteurs, l'interprétation de la démarche évaluative se fait en termes exclusifs de recherche d'économie. Et donc, autant il y a une culture d'évaluation, autant une culture de l'usage de l'évaluation me semble devoir être à créer, d'abord en ayant soin de distinguer en effet l'usage de l'évaluation de la recherche d'économie, et peut-être ensuite en expliquant qu'il s'agit réellement d'efficience, c'est-à-dire accroître la qualité sans pour autant dépenser à l'excès. La qualité ramenée au coût. Ou ramenée à l'organisation, c'est-à-dire efficience financière ou efficience organisationnelle. Et du coup, ça pose d'ailleurs des problèmes très importants. Par exemple, et je termine ma réponse sur ce point qui est assez... Bon, il y a une très grande difficulté à évaluer les enseignants du supérieur. Très, très grande. Y compris pour les professeurs, c'est une difficulté qui est d'ordre constitutionnel, monsieur le professeur. La question qui s'était posée, ou alors, en gros, cette question de l'évaluation des enseignants, on a plutôt... Bon, mais l'évaluation des structures universitaires, ça c'est intéressant. L'évaluation d'une structure d'enseignement universitaire, une UFR, l'évaluation du... Bon. Et la question s'est tout de suite posée de savoir qu'est-ce qu'il valait mieux faire pour lancer une telle politique d'évaluation, soit des enseignants, soit des structures dans l'enseignement supérieur. Je parle d'enseignement supérieur, je ne parle pas de la recherche. Encore que, naturellement, c'est lié, mais bon. Oui, oui, je sais. Mais toi-même, tu as fait 2 séances différentes, une pour l'enseignement supérieur et une pour la recherche. La question se pose tout de suite de savoir, est-ce qu'il vaut mieux implanter une évaluation qui sert les premières années pas à grand-chose pour habituer les universitaires, habituer les universités à ce qu'ils soient naturels, réguliers, fréquents, légitimes d'être évalués sur leurs résultats. Et ça n'est que dans un second temps, ayant implanté une culture d'évaluation, que vous procéderez à l'implantation d'une culture de l'usage de l'évaluation. C'est-à-dire que, du coup, la modulation des crédits que vous allez accorder aux différentes universités pourra tenir compte de leurs résultats. Par exemple, les résultats entendus comme étant la facilité de leurs étudiants à trouver un emploi quelques années après qu'ils les ont quittés. Enfin, des choses comme ça, n'est-ce pas? Première solution, vous découplez l'affaire. Culture de l'évaluation, 10 ans après, culture de l'usage de l'évaluation, quand les gens auront été habitués à considérer l'évaluation comme légitime. Première façon d'implanter le changement. Deuxième façon d'implanter le changement, d'entrée de jeu, vous dites ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, vous jouez franc jeu. Vous dites j'évalue et ça sera pour ça, j'en tiendrai compte pour ça, etc. Alors on voit bien que le premier cas est assez facile parce que l'évaluation ça peut être intéressant, y compris pour les activités intellectuelles, etc. Ça ne sert pas à grand-chose, etc. Bon, on voit bien que le second, c'est à la fois probablement un peu plus honnête et en tout cas probablement beaucoup plus difficile. Et donc la stratégie d'implantation d'une culture de l'évaluation couplée à une culture de l'usage de l'évaluation, cette stratégie, quand on peut se la poser en tant que telle, et pour l'enseignement universitaire français, on peut se la poser en tant que telle depuis quelques années, cette stratégie n'est pas évidente. Bien. Mon cher Claude, merci pour cet exposé très passionnant. Je crois que nous n'allons pas déborder davantage et je renvoie les auditeurs aux lectures que j'ai indiquées et à ce chantier que je pense que tu poursuivras de toute façon et tu prends des positions à la fois personnelles et publiques sur ces questions. Je retiens que
La culture suppose des échelles d'appropriation, des mécanismes et une forme, disons, de rationalité suffisamment proche des individus et suffisamment généralisable pour que ce que sait chacun ne fasse pas obstacle à la décision collective. Voilà un grand problème. Après tout, une des définitions de la rationalité, c'est ce qu'on appelle en anglais l'accountability, c'est-à-dire savoir rendre des comptes. Ça n'est pas pour rendre hommage à l'institution qui t'a accueilli et dans laquelle tu as fait ton travail, mais voilà, de rendre des comptes, c'est aussi une forme d'exercice de la démocratie. Merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.